Très long, mais moi je vous promets de respecter ma parole, n'est-ce pas David? Juste pour vous donner, pour vous faire et vous partager quelques mots. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cette année sera particulière puisque ce sera celle des multiples élections. Des élections sur le plan régional, fédéral, européen, mais également sur le plan communal à Bruxelles. Et je pense qu'avant d'entamer un rendez-vous électoral, on doit se poser la question de savoir pourquoi on se présente aux élections. On ne se présente pas aux élections, je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un poste. On se présente aux élections parce qu'on a envie de changer les choses. On a envie, à un moment donné, on retrouve espoir en l'avenir. Aujourd'hui, si vous faites le constat de la situation politique et de notre société, c'est qu'on voit beaucoup d'aigreur, parfois pas mal de haine, beaucoup de repli, et finalement, peu de perspectives. Nous sommes effectivement dans une société en crise. Mais dites-vous une chose, être dans une société en crise, ça peut aussi être une chance. C'est la chance de pouvoir dessiner une nouvelle société, de pouvoir se dire que nous avons des défis comme le défi climatique, les nouvelles technologies qui sont autant de chances mais aussi des craintes pour certains. Le fait que les mutations dans notre société ont toujours existé, mais aujourd'hui elles se font de plus en plus rapidement. Et moi ce que je voudrais, mesdames et messieurs, c'est que nous, les libéraux, nous réhabilitions un mot qui est un très beau mot, qui est un mot qui aujourd'hui est très peu utilisé, c'est celui de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas juste cette idée où on attend béatement que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. L'espérance, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on va au travail et qu'on se dit que par ce travail, on va améliorer la vie de ses enfants, on va améliorer la vie de ses proches, on va améliorer la vie de sa région, de son pays. C'est ça l'espérance. Alors l'espérance, politiquement, ça se traduit comment? Ça se traduit dans une société du vivre ensemble. Et à Bruxelles, c'est essentiel. Ce vivre ensemble, ça veut dire de considérer chaque individu comme un individu et non pas de le classer par sa religion, sa couleur de peau, son origine nationale. L'égalité des chances, c'est de considérer l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois avec une égalité dans les chances de réalisation, dans les chances de réussite, et de ne pas sombrer dans la facilité du communautarisme. L'égalité des chances, elle se traduit par la neutralité de l'État. Aujourd'hui, la neutralité de l'État ne vise pas, comme le disent certains, à porter atteinte à une religion en particulier. La neutralité de l'État, c'est un principe fondateur de notre pays qui vise à faire en sorte que notre État traite de manière égale chaque individu, chaque citoyen, quelles que soient ses orientations sexuelles, philosophiques, politiques ou religieuses. La neutralité de l'État, mesdames et messieurs, elle doit se faire dans les faits, dans les décisions, elle doit être aussi dans les apparences. Et aujourd'hui, je veux vous le dire, je suis en colère. Je suis en colère contre celles et ceux qui jouent avec les dynamites qu'est le communautarisme, qui est ce repli sur soi, qui est l'utilisation de la religion à des fins politiques. Ces gens sont en train de monter les individus les uns contre les autres dans les quartiers. Ces gens font en sorte que Bruxelles ne soit plus un lieu où il fait bon vivre. Ces gens utilisent l'administration à un moment donné, les services publics à un autre, pour créer des polémiques, pour essayer de monter les partis les uns contre les autres, mais surtout nos concitoyens. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous le dire. Je sais que défendre l'interdiction de signes convictionnels, qu'ils soient religieux, philosophiques ou politiques, est parfois considéré comme plus difficile à porter comme idée à Bruxelles qu'ailleurs. Mais dites-vous bien une chose, c'est que nous sommes les derniers remparts de la démocratie. Parce que ceux qui prônent le communautarisme représentent un danger et surtout sont les idiots utiles de l'extrême droite. Aujourd'hui, vous ne devez pas choisir entre le communautarisme de la gauche ou l'extrême droite. Aujourd'hui, le seul chemin, c'est celui de la démocratie.
c'est celui de la démocratie libérale, c'est celui du Parti libéral. Le seul chemin, ce sera celui qui permette aux individus de tous se sentir respectés de la même manière, où les gens se mélangeront dans les quartiers, où nous n'allons pas ghettoiser des parties de population dans Bruxelles. Aujourd'hui, à Bruxelles, les gens ne vivent pas les uns avec les autres. Ils vivent les uns à côté des autres, dans le meilleur des cas, quand ce n'est pas les uns contre les autres. Et donc oui, le mouvement réformateur, c'est un parti qui est ouvert, c'est un parti qui est universaliste, c'est un parti où chaque femme et chaque homme dans notre société a sa place. C'est un parti qui n'est pas là pour manipuler quelques populations, quelques personnes parfois en recherche de sens. Le mouvement réformateur, c'est le seul et vrai parti de l'égalité des chances. Alors, l'espérance, c'est celle aussi qui se traduit à l'école. L'école aujourd'hui, et je parlais d'égalité des chances, est certainement la politique la plus importante si nous voulons changer la société. L'école est le lieu qui permet à des enfants venus d'horizons différents d'avoir les outils nécessaires pour prendre leur vie en main et décider d'en faire ce qu'ils veulent. L'école, ça doit être le lieu où on explique aux enfants qu'ils ne sont pas obligés de faire comme leurs parents. Ils ne sont pas obligés d'avoir la même religion, ils ne sont pas obligés d'avoir le même métier. Ils peuvent même avoir un autre statut social. Aujourd'hui, cette école est totalement en faillite. Cette école n'est plus celle de l'égalité des chances ou de l'ascenseur social. L'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est un de ceux qui créent le plus de reproduction sociale en Europe. Et nous le voyons dans les quartiers à Bruxelles. Vous savez, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises écoles. Il y a juste des écoles où, en fait, on a mis ensemble tous les enfants qui venaient de milieux sociaux difficiles. Et on a mis d'autres écoles où tous les enfants, avec plus de facilité, se retrouvent. Alors, je le répète, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises écoles. Il y a juste aujourd'hui un mauvais enseignement. Un enseignement qui a totalement décrédibilisé les mots de réussite, les mots d'effort, qui aujourd'hui considèrent que des cotations sont une violence éducative. Nous voulons réhabiliter l'école. Nous voulons que les enseignants soient à nouveau respectés. Nous voulons que les enfants aillent à partir de 3 ans à l'école, qu'à partir de la 3e année primaire, nous puissions évaluer s'ils savent lire, écrire et compter. C'est la base de tout apprentissage. Aujourd'hui, dans des classes entières à Bruxelles, les enfants ne maîtrisent pas la langue d'apprentissage. Et je vais vous le dire, mesdames et messieurs, nous n'avons aucune leçon de politique sociale à recevoir de personne. Parce que la première des politiques sociales, c'est celle qui investit dans l'enseignement. C'est celle qui fait en sorte que ces individus ne soient plus dépendants dans le futur, mais au contraire soient émancipés, libres et autonomes. Alors oui, si le mouvement réformateur est aux responsabilités, le mouvement réformateur fera de l'enseignement sa première priorité. Cette priorité se traduira par les mesures que j'ai évoquées, mais se traduira aussi et surtout par la réhabilitation des mots effort, travail, mérite. Ce ne sont pas des mots suspects, ce ne sont pas des mots coupables. Ça n'est rien d'échoué. Ce qui compte, c'est de savoir comment on se redresse, comment on se redirige. On ne peut connaître la valeur du succès, la valeur du travail si on n'a pas d'échecs. Une vie n'est riche que de par l'apprentissage des échecs. Faire croire aux enfants que passer de classe en classe, année après année, ce serait plus doux, ce serait plus agréable, pour les conduire à leurs 16 ou 18 ans dans des situations de totale impasse, je pense que c'est une des politiques les plus scandaleuses qui puissent être, parce que c'est celle qui crée la misère
qui la reproduit et qui l'entretient. Alors, mesdames et messieurs, plus que jamais, nous serons aux côtés des directions d'école, nous serons aux côtés des enseignants. Plus que jamais, nous voulons des citoyens libres, autonomes, je l'ai dit. Plus que jamais, le mouvement réformateur ne vous promettra pas plus d'argent. Mais les réformes que l'on a tant renoncé à faire ces 40 dernières années, plus que jamais, avec le mouvement réformateur, l'école sera au cœur de notre société. Le troisième et dernier thème, et contrairement à David, c'est vraiment le dernier, c'est le travail. Parce que vous savez, si ces valeurs sont importantes à l'école, elles le sont parce qu'elles sont importantes dans la société. Il n'y a pas de société heureuse sans travail. Je suis désolé de vous le dire. On ne pourra pas garder notre niveau de bien-être, on ne pourra pas garder notre niveau de confort si on ne travaille pas. Aujourd'hui, si Bruxelles était un pays, il serait le dernier pays de l'Union européenne en termes de taux d'emploi. Quand vous rencontrez 10 personnes en rue, près de 4 d'entre elles n'ont aucune activité. Sont-elles responsables? Ce n'est pas elles que j'ai envie de blâmer ce soir. Aujourd'hui, les responsables, ce sont celles et ceux qui ont fait en sorte de niveler l'école par le bas. Ce sont celles et ceux qui gèrent Actiris depuis tant d'années, avec un budget de fonctionnement de près d'1 milliard d'euros, sans jamais réduire le chômage. Ce sont celles et ceux qui ont essayé de faire croire que pour redresser les quartiers, il fallait des tables de ping-pong, des billards, des maisons de jeunes, des maisons de quartier, plutôt que de travailler sur l'essentiel, c'est la mise au travail. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où le système fiscal et social ont pour conséquence d'amener toute une série de personnes à privilégier l'inactivité au travail. Aujourd'hui, oui, c'est tabou peut-être, mais c'est la réalité. Il est parfois plus rentable de ne pas travailler que d'aller travailler. Ce n'est pas du populisme, ce n'est pas de l'électoralisme, c'est la réalité vécue par des milliers de nos concitoyens chaque jour. Nier ce constat, c'est s'interdire de faire les réformes utiles. Des réformes qui visent à limiter les abus en matière sociale, mais des réformes surtout qui visent à mieux récompenser le travail. Le mouvement réformateur propose une réforme fiscale de 10 milliards d'euros pour baisser en particulier les bas et moyens revenus, avec une mesure majeure, celle de pouvoir avoir une quotité exemptée d'impôt, c'est-à-dire le montant sur lequel vous ne payez pas l'impôt, identique aux revenus d'intégration sociale. Aujourd'hui, les travailleurs payent de l'impôt avant d'avoir gagné l'équivalent du revenu d'intégration sociale. C'est totalement anormal. Alors oui, je vous le dis, avec le mouvement réformateur, chaque femme et chaque homme en situation d'inactivité sera accompagné, sera activé, sera guidé. Parce que là aussi, c'est une politique sociale. C'est celle qui considère chaque individu comme étant utile à la société. Ce n'est pas celle de la gauche qui vise simplement à entretenir cette pauvreté et à éventuellement la maîtriser. Avec le mouvement réformateur, nous réformerons l'activation des demandeurs d'emploi, nous baisserons l'impôt, nous créerons des limites au cumul d'aides sociales et nous ferons surtout une chose essentielle, c'est qu'on va rendre l'espoir. On va rendre l'espoir à celles et ceux qui ne travaillent pas, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'eux aussi peuvent prendre leur vie en main. Mais on va aussi rendre l'espoir aux 6,5 millions de travailleuses et de travailleurs de notre pays sur une promesse majeure. C'est que le travail rapportera toujours plus que l'aide sociale,
avec le mouvement réformateur, c'est la fin de l'assistanat et c'est enfin le remerciement aux travailleuses et travailleurs. Alors, pour conclure, je pense à vous entendre, et donc c'était vraiment mon dernier point, c'est la conclusion ici, c'est différent. J'ai 3 points d'énumération, puis une conclusion. Oui. Pour conclure, je pense à entendre les applaudissements que vous adhérez à nos messages de ce soir, à ceux qu'ont pu porter Sophie, David, à ceux également qu'on peut porter tout au long des débats, comme Michel a pu le faire, comme l'ensemble des parlementaires, comme Didier, Charles le portent à d'autres niveaux aujourd'hui, ainsi qu'Olivier au Parlement européen. Mais vous savez, il manque une chose. C'est que si nous voulons que ce projet de société devienne réalité, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend que de nous. Et donc aujourd'hui, si vous voulez que le mouvement réformateur porte ce projet avec fruit, eh bien, il faut simplement augmenter nos nombres de parlementaires. Nous devons avoir plus de parlementaires au soir du 9 juin. Comment fait-on pour avoir plus de parlementaires? Eh bien, il faut plus d'électeurs. Et aujourd'hui, à Bruxelles, je vous le dis, vous avez un boulevard. Cette salle est pleine. Ce n'est pas la première fois. Elles sont toujours pleines à Bruxelles. Il y a énormément de gens enthousiastes. On sent la victoire dans la salle. Mais la victoire, elle n'est pas acquise. La victoire, elle dépend de chacune et chacun d'entre vous. N'attendez pas la victoire de Sophie, David ou d'autres. Ils feront leur part. Elle sera importante. Mais la vôtre l'est tout autant. Si chaque personne dans cette salle arrive à convaincre l'ensemble de ses collègues, l'ensemble de son entourage, alors nous gagnerons. Pour convaincre, vous aurez besoin de 3 choses. 1, c'est votre tête. C'est de ne pas vous mettre de limites. C'est d'être positif, tourné vers l'avenir. Ayez confiance dans l'avenir, confiance dans le génie humain, confiance dans le projet libéral. Il faut avoir l'envie. La deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est de vos bras et de vos mains. Parce qu'avec vos mains, vous pouvez serrer celles des autres. Vous pouvez les enlacer. Vous pouvez sonner aux portes. Vous pouvez distribuer des tracts. Vous pouvez payer un verre. Avant le 9 février, bien sûr. Et vous aurez besoin de vos jambes. Parce que Bruxelles, je l'ai dit, c'est pas si grand. C'est dense. Il faut y aller à pied. Parce que c'est à pied, c'est en rue qu'on voit les gens. C'est là qu'on leur parle. Vous devrez faire des kilomètres. Vous devez avoir mal. Tant que vous n'avez pas mal aux jambes, c'est que vous n'avez pas fait campagne. Alors je vous le dis, ce soir, profitez de la soirée. Prenez un bon verre. Demain, choisissez votre meilleure paire de chaussures. Mettez un gros manteau parce qu'il va faire très froid. Mais vous serez ragaillardi par cette soirée. Allez serrer toutes les mains. Allez rencontrer toutes les personnes. Allez leur parler. Mais je suis certain d'une chose, c'est que la victoire est au bout. Et quand on se revoit dans un an, on aura un nouveau ministre-président. Il s'appellera, et il s'appelle déjà d'ailleurs, David Lester. On aura remarque pour la presse, ça veut dire que David Lester est candidat ministre-président, si jamais. On aura une chef de file gouvernementale au gouvernement fédéral qui s'appelle Sophie Wilmès. On aura des députés mobilisés, des ministres, et on aura surtout une chose, et vous l'avez compris puisqu'on aura le ministre-président, on aura enfin des bleus dans ce gouvernement. Alors, mettez-vous en marche, la victoire est proche, soyez fiers d'être des libéraux!